maintenant, nous accueillons Jacques Nikonov du LFEB. D'abord, merci à Philippe et au Forum démocratique pour avoir organisé cette heureuse initiative. Beaucoup de choses ont été dites. Déjà, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de moi. Je ne vais pas non plus vous parler du MPEP, le MPEP, Mouvement Politique d'Éducation Populaire, simplement pour vous dire que nous nous sommes créés en 2008 pour dire la vérité aux Français et pour expliquer, montrer comment la mondialisation est en train de saper les sociétés et comment l'application locale de la mondialisation néolibérale se trouve dans le système de Bruxelles. Le système de Bruxelles, l'Union européenne, n'est qu'un des piliers de l'ordre néolibéral mondial. C'est de même nature que l'OTAN, que le FMI, que l'OMC, que la Banque mondiale. C'est exactement le même système de domination et d'aliénation des peuples et des nations au service des États-Unis. Il faut donc sortir de toutes ces organisations. Je ne vais pas non plus faire une citation latine comme mon ami François Asselineau tout à l'heure, mais je voudrais quand même faire une citation. Je vais citer Raoul Wolfoni. Raoul Wolfoni, alors il ne parle pas de l'Union européenne ni de l'euro, mais il dit, et je le paraphrase en disant qu'on pourrait dire la même chose de l'Union européenne et de l'euro, il dit il faut les éparpiller par petits bouts, façon puzzle. Vous avez deviné qu'il s'agit des tontons flingueurs. Alors, soyons des tontons flingueurs. Acceptons de démanteler l'Union européenne et l'euro. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire si nous voulons vraiment nous attaquer à la racine de la crise. C'est nécessaire, il est nécessaire de sortir de l'Union européenne et de l'euro si nous voulons créer les conditions de relations saines, libres, de coopération entre les peuples du continent européen, débarrassés de la camisole de force du système de Bruxelles. Il faut dynamiter l'Union européenne actuelle. Rien ne serait plus stérile que d'entretenir l'illusion qu'il est possible de transformer l'Union européenne de l'intérieur. Le système doit nécessairement exploser pour reconstruire sur des bases neuves. Alors, puisque c'est à l'ordre du jour de notre réunion de ce soir, je vais vous parler du TSCG. Nous sommes là pour ça, après tout. Et pour dire que c'est une nouvelle étape dans la domination exercée par le monstrueux système de Bruxelles sur les nations et les peuples. Le TSCG, on l'appelle le traité Merkel-Sarkozy. Il faut ajouter Hollande. C'est le traité Merkel-Sarkozy-Hollande. Et ce traité, il faut bien le comprendre comme se situant dans la pique des traités antérieurs et comme un avant-goût des traités à venir. Il faut aider nos concitoyens à prendre conscience du contenu absolument incroyable du TSCG. Et je veux revenir sur 2-3 articles de ce traité pour dire d'abord qu'il fixe 3 objectifs. Et je reprends les termes, parce que c'est très important de
revenir auprès des citoyens pour expliquer, pour aider à la compréhension de ces phénomènes. Premier objectif, c'est des règles, je reprends, disait, des règles destinées à favoriser la discipline budgétaire, ce qu'on appelle le pacte budgétaire. Deuxième objectif, renforcer la coordination des politiques économiques. Et le troisième objectif, améliorer la gouvernance de la zone euro. Prenons un instant pour parler du premier objectif, le pacte budgétaire. Je voudrais dire d'abord, faire remarquer que si un nouveau traité devait être signé, ça n'était certainement pas sur les questions budgétaires. Ça devait être sur la question de l'emploi. Parce que les chiffres qu'on nous a montrés tout à l'heure montrent à l'évidence, une nouvelle fois, que c'est la question de l'emploi qui est au cœur des problèmes. Et que si l'Union européenne avait véritablement un objet social, elle aurait considéré que c'était la priorité et elle aurait proposé un traité pour résoudre le problème de l'emploi. Évidemment, elle ne l'a pas fait, elle fait de la diversion avec la question budgétaire. Alors prenons l'article 1 de ce traité, l'affaire des 0,5% de déficit public maximal autorisé. Cette règle, en apparence, paraît absurde. Ça a été dit. Parce qu'en effet, ce n'est pas les déficits budgétaires qui sont à l'origine de la crise. Et donc, l'Union européenne apporte une réponse qui n'en est pas une. Imaginons, par exemple, que cette règle des 0,5% s'applique aux ménages. Et que les ménages voient leur possibilité de remboursement d'emprunt limitée à 0,5% de leurs revenus. Prenons un exemple chiffré. Un ménage qui gagne 4 000 € par mois ne pourra rembourser que 20 € par mois. Mais qu'est-ce que vous pouvez emprunter en remboursant 20 € par mois? Ça n'est pas possible. Et donc, si on appliquait cette règle que l'on veut appliquer aux États, si on l'appliquait aux ménages, il y aurait un effondrement de l'industrie du bâtiment, un effondrement de l'industrie automobile, un effondrement de l'industrie de l'électroménager. Prenons le même exemple pour les entreprises. Et imaginons que cette même règle des 0,5% s'applique aux entreprises, auxquelles qui seraient obligées de ne rembourser au maximum que 0,5% de la richesse produite, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Mais le résultat serait la fin des investissements des entreprises. Il n'y aurait plus d'investissement des entreprises. Alors, on pourrait dire que cette règle, on pourrait donc penser que cette règle appliquée aux États est absurde. Je vais revenir un instant sur cette question, mais il faut faire comprendre à nos concitoyens que les États doivent être endettés. Les États doivent être endettés. Auprès de qui? Va y venir. Je comprends votre impatience. Ils doivent être endettés non pas auprès des marchés financiers, qu'il faut démanteler, il faut fermer les marchés financiers, fermer le marché obligataire, organiser le dépérissement de la bourse et emprunter auprès de l'épargne, auprès des ménages, pour qu'ils puissent placer une partie de leur épargne, auprès des banques et des compagnies d'assurance qui seront obligées de prêter à l'État à un taux d'intérêt nul ou très faible, et auprès de la Banque centrale, bien évidemment. Alors, l'État doit être endetté pour trois raisons. Un, il doit pouvoir faire des ajustements de trésorerie. Deux, il doit pouvoir organiser des investissements de long terme, ce qui n'est pas possible simplement sur le budget annuel.
si on veut construire des centaines de milliers de logements, si on veut assurer la transition énergétique, il faut des investissements d'avenir. Il faut s'endetter. Et puis aussi pour des raisons que les économistes appellent contracycliques. Quand la situation économique est mauvaise, il faut accepter un surcroît d'endettement pour sortir de la récession et relancer l'activité économique. J'ajoute évidemment ma comparaison à des limites. Un État n'est pas un ménage. La différence, c'est que un État peut décider du montant de ses recettes, pas un ménage. Et un État peut créer sa monnaie, pas un ménage. Donc, les États ont une force de frappe absolument considérable. C'est la raison pour laquelle les politiques néolibérales veulent étouffer la puissance de l'État. Et je veux ajouter, pour essayer de répondre à Philippe Muret tout à l'heure, qui s'interrogeait sur cette règle, pour lui dire que cette règle des 0,5% est faite pour ne pas être appliquée. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître paradoxal. Mais le calcul des oligarques européens est précisément de fixer un objectif inatteignable. On pourrait se dire, mais quand même, quel est l'intérêt de fixer un objectif dont on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre? Parce que, et c'est ça l'essence du TSCG, beaucoup ont mis l'accent, à juste titre, sur l'aggravation de l'austérité, sur le caractère définitif et permanent de l'austérité. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est même pas la raison principale, à mon avis, pour laquelle il faut refuser le TSCG. La raison principale, c'est que le TSCG se place dans une continuité de réformes, de traités impulsés par l'Union européenne, qui visent à terminer le boulot de destruction du modèle social de la résistance. Parce que le modèle social européen, ça n'est pas le résultat de la politique de l'Union européenne, bien entendu. Le modèle social européen, c'est celui qui est issu de la résistance et du programme de la résistance. La sécurité sociale découle directement du programme du Conseil national de la résistance. L'Union européenne détruit la sécurité sociale. Et donc, ce qui reste de ce modèle social et démocratique de la résistance est aujourd'hui en train d'être démoli. Les vestiges de ce modèle sont aujourd'hui démolis. C'est l'objectif du TSCG, qui vise à remplacer ce modèle de la libération par le nouveau modèle néolibéral, fondé sur les quelques dogmes que nous connaissons, le libre-échange généralisé, la concurrence libre et non faussée, une politique monétaire retirée des mains des pouvoirs publics. Et quand on revendique la souveraineté budgétaire, on a raison, mais n'oublions pas la souveraineté monétaire, parce que la revendication qui est venue d'un référendum sur les TSCG, on la comprend, elle est logique, mais cette revendication d'un référendum sur le TSCG est beaucoup trop restrictive, parce qu'il faut s'attaquer aux causes totales de la crise et du système. Et par conséquent, s'il faut un référendum, il faut un référendum pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors, dans ces articles du TSCG, je ne vais pas les égrener, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup ont déjà été dites, donc je vais m'abstenir.
Je vais peut-être sélectionner un article parmi les différents commentaires que j'avais prévu de faire, mais je vous invite à aller sur le site internet du NPEP, NPEP, vous trouverez un certain nombre d'éléments. Vous pourrez trouver d'ailleurs à la table du NPEP à la sortie, je fais une petite parenthèse, le dernier livre que j'ai publié, qui est le premier livre qui s'appelle « Sortons de l'euro ». Sans point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. C'est le premier livre qui est une sorte de guide, de manuel de déconstruction de l'euro. Donc, si vous êtes intéressés, nous pouvons continuer le débat sur ces bases. Alors, je veux parler de l'article 8. L'article 8 du TSCG dit ceci. En substance, il explique que lorsqu'un État estime qu'un autre État n'a pas respecté les règles d'équilibre des finances publiques, il peut saisir la Cour de justice. Et l'arrêt de la Cour de justice sera contraignant, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 0,1% du PIB, c'est-à-dire pour la France, l'équivalent de 2 milliards d'euros. Alors d'abord, je dis désobéissons. Ou plus exactement, organisons-nous, les forces politiques, la pression sur les autres forces politiques pour obliger le gouvernement, quel qu'il soit, à désobéir au cas où la France serait sanctionnée. Et si l'on reprend la totalité des articles du TSCG, il y en a toute une série qui peuvent faire l'objet de désobéissance, c'est-à-dire ne pas appliquer, tout simplement, se mettre hors la loi. Pourquoi hors la loi? Parce que nous ne reconnaissons pas cet ordre juridique supranational. Il faut donc désobéir. Mais c'est vrai aussi qu'au bout d'un moment, la somme des désobéissances sera telle que nous ne saurons plus où donner de la tête. Et que la solution la plus simple, la plus évidente, la plus efficace, c'est de sortir directement de ce bazar, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, directement, et expliquer aux citoyens que tel doit être l'objectif sur lequel nous devons nous rassembler, parce que c'est la condition pour bâtir quelque chose de neuf. Alors cet article 8, quand même, il doit appeler un certain nombre de réflexions de notre part, parce qu'il traduit la nature, une nouvelle fois, de l'Union européenne. C'est un appel à la délation. Chaque pays va épier son voisin et le dénoncer s'il ne respecte pas les dogmes économiques néolibéraux. Quelle magnifique démonstration de compassion avec les pays en difficulté, avec les peuples qui souffrent. On va les dénoncer. Quel exemple de solidarité nous donnons à la jeunesse? Cynisme européen. Le cynisme européen. Soyons certains que le prétendu modèle social européen et de la prétendue Europe de la paix se renforceront avec de telles politiques. Je veux terminer pour dire que le TSCG, c'est pas fini. C'est un amuse-gueule, puisque si vous avez suivi l'actualité, il est question d'un nouveau traité. D'ailleurs, ces jours-ci, M. Van Rompuy a déposé un rapport et il fera l'objet de discussions lors du Conseil des 18 et 19 octobre. Un rapport qui va aller beaucoup plus loin que la règle d'or, dans la perspective que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire briser définitivement ce qui reste de modèle social issu de la résistance, briser définitivement les mécanismes démocratiques qui peuvent demeurer au niveau national et mettre en place le nouveau modèle néolibéral que même les États-Unis chez eux
n'ont pas pu imposer comme ils auraient voulu le faire. Alors, je veux terminer pour dire que nous souhaitons, nous, pour notre part, organiser la résistance avec d'autres. Organiser la résistance sur la base d'une revendication essentielle qui surplombe toutes les autres, qui est l'indépendance nationale. Parce que c'est à l'échelle nationale et nulle part ailleurs que l'on peut résoudre les problèmes. Je crois que nous sommes tous ici convaincus que ce ne sont pas les oligarques européens qui vont régler les problèmes des citoyens et des peuples. Il faut donc que des mesures unilatérales soient prises, qu'un gouvernement ressemblant au gouvernement de l'après-guerre, issu de la résistance et du Conseil national de la résistance, s'engage devant les citoyens pour prendre des mesures unilatérales de démondialisation. Et la démondialisation, c'est la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'euro. Notre proposition, et nous avons commencé à engager des contacts exploratoires avec un certain nombre de personnalités et de forces politiques. Notre objectif, c'est d'essayer de réactiver l'esprit de la résistance, la perspective de la résistance, le programme du Conseil national de la résistance, évidemment adapté à la situation d'aujourd'hui. Et donc les éléments clés sur lesquels nous devons nous mettre d'accord, encore une fois, c'est au sommet de la hiérarchie l'indépendance nationale. Ça implique la sortie de l'OMC. Nous ne pouvons pas rester dans le système du libre-échange. Oui, il faut des mesures protectionnistes. La sortie du FMI, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il faut se mettre d'accord sur des réformes structurelles, reprendre en main la politique monétaire, reprendre en main les grandes féodalités industrielles, financières et de services, remettre en place un système de protection sociale digne de ce nom et aller vers la suppression du chômage. Tout programme qui ne se fixerait pas l'objectif de la suppression du chômage, pas la diminution du chômage, la suppression du chômage, est un programme démagogique qui n'intéressera pas les Français parce qu'il ne réglera pas les problèmes. Tout ce dont on a parlé, la finance, l'indépendance nationale, le libre-échange, n'a qu'un objectif, recréer le plein emploi pour tous et la stabilité de l'emploi dans la société. Donc pour terminer, poursuivons cette discussion, mobilisons la population et montrons à la population que l'Union européenne est un piège, mais la population aujourd'hui a largement compris que nous étions dans un piège. Il faut montrer maintenant le chemin pour en sortir et faire en sorte qu'au plus vite nous sortions de l'Union européenne et de l'euro. Merci.